Mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Ça reste un grand plaisir pour moi de me retrouver toujours devant vous dans le cadre de ce magazine Tête-à-Tête qui est en fait le vôtre. Aujourd'hui, particulièrement, un thème très intéressant. 17 janvier 1961, 17 janvier 2022, ça fait pratiquement 61 ans que la République démocratique du Congo a perdu un de ses fils les plus chers. C'est en la personne de Patrice Emery Lumumba. Alors, quel est l'héritage qu'il nous lègue pour le développement de la République démocratique du Congo? Quelles leçons pouvons-nous retenir? Eh bien, ça, c'est deux grands axes que nous allons développer aujourd'hui avec une personnalité qu'on ne présente plus. Il s'agit de M. Norbert Yamba Yamba, que je reçois ici en tant que panafricaniste, que je reçois en tant que président de la vision panafricaniste et aussi en tant que cadre de l'UDPS. Donc évidemment, vous le devinez, ce sera dans le cadre d'un entretien à bâton rompu autour de l'action de Patrice Emery Lumumba. Encore une fois, donc, bonsoir et bonsoir à vous. Bonsoir, bonsoir, merci pour l'invitation. Merci beaucoup, Monsieur Norbert. J'ai bien dit que vous êtes quelqu'un qu'on ne présente plus, parce que vous êtes pratiquement sur tous les écrans, mais pour nous, c'est un honneur. Quand vous nous consacrez de votre temps, quand vous nous consacrez une parcelle de vos idées qui sont pratiquement révolutionnaires et progressistes par rapport à l'évolution de notre pays. 17 janvier 2022, vous êtes panafricaniste. Aujourd'hui, pour vous, avec le recul du temps, Patrice Emery Lumumba vous inspire quoi? Patrice Emery Lumumba m'inspire une divinité. Divinité. Une divinité. M'inspire un ancêtre divinisé. M'inspire un patriarche qui vivra dans l'éternité. Il a été sur la terre des hommes. Il est parti dans le village des ancêtres. Mais il y a des ancêtres méritants qui ne meurent pas. Qui ne meurent pas simplement parce qu'ils ont fait le bien sur la terre. Et ils ont fait du bien pour l'intérêt général. Je vous parle comme panafricaniste. Et donc, Patrice m'inspire beaucoup. Et c'est sur son chemin que, n'oubliez pas tout ce qu'il dit, en tout cas, ce sont des hommes qui, visiblement, se sont oubliés pour travailler pour l'intérêt de la République. Et donc, si on veut vraiment vivre dans l'éternité, il faut savoir faire comme ces gens-là. Et tout mon temps, tout mon combat, je veux qu'après la terre, que je sois dans le village des ancêtres et que par incarnation, que je revienne plusieurs fois pour servir véritablement mon peuple. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, Patrice Lumumba m'inspire les gens de politique qui ont une certaine vision. Il savait marcher dans le temps, 50 ans, 100 ans, 200 ans, et il revient et il embarque les autres. Il dit, voilà, je connais la direction, voilà ce qui deviendra, en 200 ans. Voilà, donc c'est un visionnaire, mais un visionnaire transformationnel. Ça n'arrive pas toujours dans la classe politique. La plupart sont des opportunistes, ils cherchent quoi manger. Ils sont comparables à des piranhas. Mais Lumumba, ça a été un requin. Un fait stratège, mais qui avait un objectif essentiellement pour lutter pour l'avenir de son peuple. Lumumba m'inspire également l'intégrité. Qu'est-ce que je peux dire? L'intégrité, la moralité. Vous savez comment la société est en train de se désagréger par le simple fait que l'élite, que ce soit politique, intellectuelle ou économique, nage dans la saleté. Et que Lumumba, vous imaginez, déjà en 1960, il s'est révélé comme un Congolais le plus visionnaire. Et l'impérialisme n'aime pas les visionnaires. Mais à l'époque, si je tiens compte de ce qui a été dit par Colette Brackmans, le gouvernement belge avait voté des fonds occultes, l'équivalence de 7 millions d'euros. Et il fallait remettre aux politiques congolais. Seul, le moment n'avait pas accepté cet argent.
Il a préféré mourir pauvre et tenir pour les intérêts de la République. Lumumba, c'est aussi un homme qui adorait l'histoire. Vous savez, cher Vicky, vous êtes là, vous avez votre famille, vous connaissez le père de votre papa, le père de votre papa, etc. Et donc, quand on ne connaît pas son histoire, on est foutu à la merde. On n'a plus de repères. Et Lumumba adorait l'histoire. Et parce qu'il savait que nous étions dans un régime impérialiste, et que l'impérialiste a écrit des livres d'histoire en fonction de ses intérêts personnels, Patrice dira que le moment viendra où vous écriverez, les Africains eux-mêmes écriveront leur histoire. Aujourd'hui, lorsque nous fêtons 61 ans de la mort de Patrice, peu sont ceux qui, visiblement, savent le bien fondé de ça. C'est question seulement de demander quelles sont les puissances de résistance qui ont parsemé le long de notre combat, etc. Aujourd'hui, c'est compliqué, parce que c'est même pas consigné dans le bouquet d'histoire, etc. Et Lumumba avait déjà lancé la sonnette d'alarme pour dire il faut réhabiliter l'histoire, mais une histoire qui sera écrite par les Africains eux-mêmes. C'est fantastique en termes de performance. Et Lumumba, pour terminer, parce que peut-être la traité va continuer, il dira, oui, nous avons obtenu l'indépendance politique, mais il nous reste l'indépendance économique. Parce qu'il sait que les budgets sociaux ne peuvent pas être tirés sur les néants. Vous voulez construire une école, mais il faut de l'argent. Et pour avoir l'argent, il faut avoir de l'économie, la production, etc., des ressources, etc. Et le moment disant que oui, on a obtenu une indépendance politique, il nous reste une indépendance économique. Et c'est cela la vraie indépendance. C'est cela que s'affirme le vrai leadership. C'est cela que s'affirme la vraie autonomie, la vraie souveraineté. Voilà. Donc, l'économie doit être sous-tendue. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, les gens, quand vous regardez les régimes de 32 ans, le régime de 18 ans, etc., on a écrit qu'il faut faire la cueillette. Et on a multiplié les services administratifs. Et on s'est occupé de moins en moins des services productifs. Et voilà, donc on tire et on s'échamaille, parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose. On ne s'est pas véritablement préoccupé, naturellement, de la production. Et Lumumba a vu déjà ça. Il dit, il faut entretenir tout ce que nous avons eu comme outil ou élément structurant. Parce qu'à l'époque, vous saviez, nous avions plus de 169 sociétés agricoles. Nous avions plus de 180 sociétés forestières. C'est là où je voudrais en venir, M. Norbert. Vous savez, quand on parle de Lumumba, c'est pratiquement un livre qu'on sait ouvrir, mais qu'on aura du mal à refermer. Et compte tenu de notre temps, on est obligé de tenter de tout dire. Alors, je retiens, à partir de votre réponse, que pour vous, Lumumba, c'est un leader intemporel, qui a su marquer son temps, mais qui a su aussi aller au-delà de son temps. Alors, pour vous, je voudrais rester dans son contexte. C'était quel Congo, à l'époque, où Lumumba vivait? Parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être, vous êtes mieux placé pour le comprendre, le slogan au Congo aujourd'hui, Mboka Esi Ekufa. Alors, est-ce que Mboka Esi Ekufa qui, à l'époque de Lumumba, ou c'est intervenu après? C'était quel Congo qu'on avait, par exemple, sur le plan économique? Vous savez, merci beaucoup pour m'avoir posé cette question. Mais je voudrais souligner une chose, et parce que j'ai oublié un élément important qui va concourir à la réponse de votre question. C'est l'aspect lecture, la recherche effrénée de la connaissance, les spécialistes de nos spécialisations. Ça, c'est Lumumba. Il dévorait des livres, nuit et jour. Il avait une connaissance immense. Et il savait réfléchir de manière impersonnelle pour rechercher des solutions correspondantes. Je regrette beaucoup aujourd'hui, c'est que l'élite politique n'est plus élite, quoi. Ce sont des pseudo-chercheurs politisés. On n'est pas très intéressé à comprendre le discours.
quand le président de la République dit Mboka et Sekoufa, on a fait un débat. Je ne sais pas pourquoi ça doit faire l'objet d'un débat. Ça, c'est la bassesse à la zaïroise. Je voudrais simplement, sincèrement, et là, j'ai constaté effectivement que nous n'avons plus de repères. Je veux provoquer le cadre de l'UDPS. Ça me choque. Vous m'avez présenté, vous avez oublié de me présenter que je suis évaluateur international macroéconomique. J'ai travaillé dans plusieurs pays autour de cette question. L'exercice s'appelle le diagnostic. Lorsqu'on veut véritablement amener la thérapeutique, il faut donc faire un bon diagnostic. Si vous ne faites pas un bon diagnostic, et donc vous allez soigner la plaie superficiellement. Et le président de la République, connaissant que chaque concept est polysémique, c'est-à-dire, quand on utilise un concept, ce concept peut avoir plusieurs sens, mais il faut savoir les contextualiser. C'est très important. Et si on a difficile, surtout lorsqu'on se déclare politique, à contextualiser justement un contexte qui a été utilisé par quelqu'un, ça devient un danger public. Un danger public pour des gens qui se battent pour diriger la République. La République, vous savez, a eu des problèmes. Hein. Vous savez, déjà en 1960, nous étions parmi les pays en revenu intermédiaire. Parmi ces pays, vous avez le Canada, qui est devenu G8 aujourd'hui, parmi les 8 puissances économiques du monde. Vous avez la Corée du Sud, qui a aujourd'hui 1300 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. 10e puissance économique du monde. Avec 32 000 dollars par habitant par an. Et pourtant, en 1960, il n'avait que 258 dollars par habitant par an. Et nous avions 368. Aujourd'hui, nous sommes dans les 40, 54, ça marge, parce que ça monte, ça descend, etc. 54 milliards de dollars. Et ce que nous avons dépassé en 1960 à 1300 milliards de dollars. Vous voyez où on en est là. Vous voyez quel foncé. L'Afrique du Sud de la même manière, parce que l'Afrique du Sud est au même titre que nous. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud avoisine 400 milliards de dollars. 70% des gens qui vivent dans de bonnes conditions, 30% effectivement dans la pauvreté, mais ça reste un défi, naturellement, pour qu'on puisse véritablement assainir la situation. Et donc, on est parti de 44% des recettes en devises provenant du secteur agricole à moins d'1% aujourd'hui. À moins d'1% aujourd'hui. Vous vous demandez si on et on avait... on vit ou on ne vit pas. Dis, mais écoutez, arrêtez. Arrêtez. Et c'est ça justement l'importance de Lumumba, qui n'a pas été à l'université, mais qui a lu et qui est allé au-delà de l'esprit de répétition de perroquets que nous avons aujourd'hui. Donc comment pouvez-vous dire que ce pays-là, qui avait 44% de recettes en devises, aujourd'hui ça avoisine 1%. Tous les secteurs de la vie nationale sont paralysés, complètement paralysés. Plus grave encore, l'esprit, l'âme du Congolais, foutu à la merde. Et vous dites quoi? Lorsque vous faites une diagnostic. On comptait 169 sociétés, je crois. 169 sociétés agricoles, 180 sociétés forestières. Moi, j'ai travaillé avec la Banque mondiale. J'ai fait le monitoring, n'est-ce pas, de concessions forestières. Ça ne représentait que 10. Et on a remonté avec les contrats de concession forestière. Mais pour donner combien? Moins d'1%. Moins d'1% dans le produit intérieur brut. S'il vous plaît. 80 sociétés. Et vous dites non, on respire. Ah, mais arrêtez des conneries. Arrêtez des conneries. Sinon, alors, on risque de se complaire sur des choses superficielles. Il faut savoir faire un diagnostic. Et je considère ce diagnostic du président. Non, on est là. On est là, on n'a pas disparu, ça c'est évident. Mais il faut voir les statistiques. Et si, écoutez mon cher ami, s'il te plaît, en 2000, le PNUD a initié une étude sur le Congo-Kinshasa. Et cette étude a donné des conclusions. Première conclusion, la situation Congo-Kinshasa en 2000
faisant que s'il faut revenir à la situation de 1960, et donc il nous faut faire 75 ans en changeant les méthodes, en changeant la vision des hommes politiques, en changeant nos écoles, en changeant les objectifs que nous sommes fixés. Et si on n'arrive pas à modifier notre comportement, à modifier notre état d'esprit, à modifier nos attitudes, écoute, on va faire des siècles pour revenir à la situation de 1960, ne serait-ce qu'en termes de pays en revenu intermédiaire. Voilà la gravité. Alors maintenant, quand le chef de l'État, qui visiblement est très pudique, il ne veut pas faire la démagogie à la zaïroise, il dit, aujourd'hui en tout cas, on est par terre. Eh bien, ce n'est pas pour autant que nous allons pléniser, nous avons la responsabilité de booster le pays. Et ça, c'est un défi. Mais il faut des warriors. Et c'est ce que lui a mis en place, par présomption que tel ou tel peut travailler naturellement pour booster la République. Et il dit, il s'engage pour booster la République. Alors vous dites, non, non, non. Alors, mais arrêtez. Jusqu'à quand nous aurons une élite qui mérite d'être appelée élite? Comment on peut faire le populisme? Moi, j'aurais aimé que, par rapport à ces diagnostics, oui, il a monté un certain nombre d'alternatives, mais j'aurais aimé écouter les hommes politiques dans la recherche et des pistes de solutions pour dire, oui, cette situation est grave, elle est même gravissime, voilà la solution. Rien du tout. Mais on tourne autour du pot, bon, alors bimbo qui est koufa. On va y revenir. Et tous les jeunes gens en cravate, en veste, je les vois à la télévision. Vraiment, on est où là? On va y revenir, M. Norbert, parce qu'il y a une partie beaucoup plus pratique que nous allons aborder, c'est-à-dire l'actualisation de tous les points forts de Patrice Emery Lumumba. Donc revenons un peu à ces leaders intemporels. Alors, s'il faut considérer tous ces atouts que vous avez évoqués, Lumumba est mort en son temps ou sa mort a été précipitée? Et s'il était resté vivant, à quoi ressemblerait le Congo, d'après vous? Vous savez, Lumumba devrait mourir. Parce que les lécodermes, ceux qui ont envahi nos pays, ils sont arrivés au XVe siècle. Et ils avaient comme but, naturellement, de nous esclavagiser. Et vous savez, au XVe siècle, Madame Maryse, professeure de géographie, la femme de Cheikh Anta Diop, disait que nous étions 800 millions en Afrique. Et que sur base de la traite négrière transatlantique, et puis bon, voilà, donc on a déporté 200 à 500 millions de personnes. Nous étions, avant plus que la Chine, parce que la Chine, c'est un pays mosaïque, en fait. Mutandis pour l'Inde. Tous les pays continents, là. Nous, l'Afrique, nous étions un seul pays. Et on nous a déporté plus de 500 millions. Vous voyez dans les Caraïbes, et vous voyez dans les Amériques, etc. N'oubliez pas aussi la traite arabo-musulmane, qui a déporté 17 millions. 8 millions sont morts. À cause de castrations, etc. Et puis 7 millions sont restés, ils sont allés en Turquie, en Arabie Saoudite, en Iran, etc. Mais ils ont été tous exterminés. Il reste un petit village en Iran aujourd'hui où l'on retrouve des Noirs. Quand cela ne tienne, Lumumba ne pouvait pas résister devant cette vague d'esclaves. Et puis bon, après l'esclavagisme, la traite négrière, on est arrivé à la colonisation au XVIIIe siècle. Oui. Non, c'est au XIXe siècle. Avec la conférence de Berlin, où l'Afrique a été saucissonnée sur base d'une carte mal dessinée. 1885. Tout à fait. Sur base d'une carte mal dessinée par des personnes qui n'ont jamais été en Afrique. Et puis bon, voilà, donc, l'histoire montre très clairement que ceux qui étaient des colons ici, ils avaient la responsabilité de construire, par exemple, des routes, de construire
n'est-ce pas, des aéroports, etc. Et ils prenaient, sur les 100%, ils prenaient 20% pour investir dans les pays occupés. À ce moment-là, après la Première et la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne est rentrée et l'Allemagne commençait à prendre le dessus sur les autres pays européens qui continuaient. Et ça devenait véritablement un exemple. Est-ce qu'il fallait continuer véritablement à faire la colonisation? Et puis bon, il y a les États-Unis, il y a l'Union soviétique qui n'ont pas fait la colonisation, mais qui sont les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Et alors maintenant, ils ont accéléré naturellement le processus de décolonisation, d'indépendance, qui n'est pas une indépendance en fait. On arrive à 1960, justement pour que les Américains et les Soviétiques mettent un autre modèle, un autre système qu'on appelle la néocolonisation, ou l'impérialisme occidental. Et puis, il a suivi la guerre froide. En fait, la néocolonisation passe par des héritiers de la colonisation. C'est ainsi que vous avez vu, en 1960, la Belgique avoir un budget occulte de 7 millions d'euros pour donner aux politiciens congolais. Vous avez suivi à une certaine époque ici, on parlait de PNP, des partis proches, n'est-ce pas, aux Belges, qui défendaient les intérêts de Belges. Et donc, tous ceux qui arrivaient au pouvoir devenaient véritablement des courtiers ou des commissionnaires, n'est-ce pas, des impérialistes. Et Lumumba, qui visiblement d'accord avec ça, devrait mourir. Il n'était pas seul. Vous voyez, les gens comme Amical Cabral en Guinée-Bissau. Vous avez ce qui est arrivé à Kwame Nkrumah en 1966. Coup d'État, il est mort comme un minable. Vous avez ce qui est arrivé à Sékou Touré, lui au moins devant la France, etc. Modibo Keïta, un coup d'État par un cuisinier. Tu vois, donc, l'Occident s'est tellement organisé. Le premier, après Lumumba, c'était Sylvanus Olympio, juste parce qu'il voulait changer la monnaie, etc. Vous voyez, donc, tout cela montre très clairement qu'il n'avait pas une marge de manœuvre pour résister. Parce que même s'il y restait, il y a des mécanismes qui ont été mis en place dans le sens, véritablement, de pouvoir ne pas lui permettre de construire la dynamique, de construire sa vision et d'opérationnaliser cette vision. Et donc, mais aujourd'hui, hier, certainement qu'il y avait une guerre froide entre les Soviétiques et les Américains. Aujourd'hui, l'assiette s'est élargie. Nous avons plusieurs pôles de puissance. Il y a une marge de manœuvre. Vous avez les Chinois, vous avez les Indiens, vous avez les Brésiliens dans les sites de l'Amérique, vous avez les États-Unis, vous avez l'Europe, etc. Vous avez la Russie. Donc, il y a tellement de marge de puissance et des gens qui sont des visionnaires aujourd'hui sont capables de faire un bon bondissement. Mais ils sont aussi capables d'être supprimés s'ils ne font pas attention. Qu'est-ce qu'on constate? Dans des pays où il y a la maturité de l'élite, dès lors que nous avons fait un constat que l'impérialiste ne peut pas accepter que nous puissions avancer, parce qu'ils ne peuvent avoir de l'argent, que lorsqu'ils exploitent notre cuivre, lorsqu'ils exploitent notre or, diamant, surtout aujourd'hui avec les changements climatiques, on a besoin de cobalt, etc. Il n'y a que le Congo qui a 65% de réserves mondiales, etc. Le cobalt, le coltan, nous avons 80% des réserves mondiales. Écoutez, quel pays de prédilection. Et c'est qu'ils ont envie véritablement de contrôler. Et c'est comme ça que l'élite doit déjà réfléchir pour faire des réflexions anticipatives. Le président dit, cela ne nous a jamais servi. Il va falloir que ça puisse nous servir maintenant. Entre-temps, eux aussi font leurs calculs. Parce qu'il y a des chômages, ils veulent, etc. Mais qui va venir? Tantôt les Russes sont devant la porte, les Américains sont devant la porte, les Chinois devant la porte, etc. Alors, ça fait renaître la guerre froide. Alors maintenant, au lieu que les politiciens soient ensemble pour mobiliser tout notre peuple autour de nos intérêts, pour que nous puissions dissuader les vautours internationaux. Ah non, vous avez suivi ce qui s'est passé, par exemple, en Guinée-Conakry, où Alpha Condé, certes, il a commis une erreur de dépasser le mandat, même si je suis plus d'accord avec la démocratie occidentale. Cette démocratie nous a tellement clochardisés, infantilisés, elle est fondamentalement un piège. Mais quand même,
Alpha Condé, qui a fait 40 ans à l'opposition, lui voulait naturellement que ce soit l'iranium qui était autrefois utilisé par les Français, que ce soit la bauxite, où il est le troisième pays producteur de bauxite, n'est-ce pas, au monde, etc. Il a dit, les Chinois gagnant-gagnant, ben, que les Chinois prennent. Mais voilà, il fallait les faire partir. Et vous avez suivi la première déclaration des opposants. Ils ont dit, nous sommes soulagés du départ d'Alpha Condé. C'est comme si on a résolu les problèmes. Voilà, on vous amène un légionnaire français qui prend les responsabilités. La situation ne va pas changer. Donc, il faut que les hommes politiques soient comme Lumumba visionnaire, s'élèvent autour des intérêts de la République pour qu'on fasse un fonds. Nos compatriotes qui étaient en 1960, qui se sont retrouvés à la table ronde, ils ont exigé naturellement la libération de Lumumba. Ils ont fait un front, malgré leurs divergences d'opinion, etc. Aujourd'hui, plus que jamais, les pays sont en train véritablement de chercher leur libération. Mais il faudrait que la classe politique soit soudée. Je voudrais vous arrêter ça, là, c'est très important. Monsieur Norbert, parce que vous m'avez inspiré une question à laquelle vous-même, vous n'avez pas répondu. Vous avez dit que devant l'émergence de toutes ces puissances, nos politiques doivent réfléchir. Ouais. Parce que les néocolonialistes font aussi leurs calculs. Par là, est-ce que vous ne posez pas une problématique du leadership en Afrique? Bien entendu. Le leadership africain n'a pas fonctionné. Les quelques rares qui ont voulu fonctionner ont été réprimés par la violence. Lumumba, à 35 ans, il est assassiné. Un jeune homme de 35 ans, comme ça. Vous imaginez? Amical Cabral, un ingénieur agronome qui aurait pu véritablement servir, simplement parce qu'il a pris des options où il disait qu'au lieu de la sécurité alimentaire, il faut la souveraineté alimentaire. C'est-à-dire identifier les plantes qui sont les nôtres, etc., qui poussent naturellement, que nous devons domestiquer pour que nous puissions véritablement assurer notre autonomie. Eh bien, il a été assassiné. Sankara. Vous savez, Thomas Sankara, avec son approche participative, etc., tout ce qui sort de l'ordinaire est réprimé, simplement parce que l'Occident a réussi à mettre en place un système de rentabilité, ce qu'on appelle le paradigme à rentabilité externe. C'est-à-dire qu'en fait, Samir Amin explique bien cette histoire, la théorie du centre et de la périphérie. Le centre a des industries, et la périphérie a des matières premières. Et le centre ne peut fonctionner qu'avec les matières premières de la périphérie. Et la périphérie ne peut pas oser avoir une industrie. Parce que s'ils osent avoir une industrie, à ce moment-là, ils n'auront plus, leurs industries ne vont plus fonctionner et il y aura le chômage. Et c'est comme ça qu'ils viennent puiser. Et ils ont besoin de courtiers, de courtiers, qui doivent travailler pour eux, etc. Des agents de publicité de la suprématie blanche. Et donc, c'est eux qui récoltent et qui leur donnent et ils reçoivent en retour la maintenance au pouvoir. C'est cela. Et donc, ce paradigme-là, je salue mon président, Félix Tshisekedi, qui disait qu'on peut tout faire, mais il faut changer le paradigme. Mais il faut que le paradigme soit afrocentrique, à rentabilité interne. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire faire en sorte de négocier avec eux, surtout qu'il y a une marge de manœuvre parce qu'il y a plusieurs pôles de puissance, et qu'on essaye de parler avec eux pour qu'ils viennent non seulement extraire, mais transformer ici sur place. Mais il n'est pas à l'abri aussi comme les autres leaders, parce qu'aujourd'hui, son entourage le trahit, entre guillemets. Eh bien, c'est cela, il faut des décisions audacieuses, courageuses. Parce que quand vous écoutez le président, quand vous le regardez, nous qui avons eu parfois la chance de le rencontrer, il est préoccupé. Je ne sais pas s'il a le temps de dormir. Je ne sais pas. Et c'est là que je demande, nous tous qui connaissons le président, nous qui pouvons faire quelque chose, donc, soyons comme lui, quoi. C'est-à-dire? Ça veut dire travailler pour l'intérêt de la République. Quand vous avez une responsabilité, ce n'est pas pour parler français. Parce que les gens pensent qu'avoir un diplôme, parce que j'entends les gens dire j'ai un diplôme, j'ai 4 diplômes. Arrêtez des conneries, quoi. Lumumba avait quel diplôme? Mais aujourd'hui, il est étudié dans toutes les universités du monde.
il y a différence entre avoir un diplôme, être instruit et être intellectuel. Lorsque vous êtes dans nos villages, il y a des gens qui n'ont jamais été à l'école, mais qui sont des intellectuels. La capacité de trouver solution par rapport aux problèmes qui se posent. Ça, on en a besoin. Mais les diplômes que nous avons, nous avons considéré l'approche occidentale comme étant un idéal civilisationnel. Or, ce n'est pas possible. C'est un piège. Et donc, il faut changer de paradigme. Changer de paradigme à travers le système éducatif. C'est comme ça que lorsque j'attends les gens, etc., on vous nomme ministre, au lieu de faire des réformes, vous êtes dans des petites choses, etc., tout ça. Mais ce n'est pas possible. On a besoin de construire l'innovation. Et le président de la République ne doit pas réfléchir à tout moment à la place des gens. Et il est vraiment préoccupé, en fait. On fait quoi? C'est vrai, certainement qu'aujourd'hui, il prend le temps de négocier avec ces gens, etc., pour leur dire que vous gagnerez. Parce que j'avais suivi dans le débat qui a eu lieu, le débat de clarification avec Mnimi, Kamanda à l'époque, Pinga, oui. Etc. $1 investi au Congo, ça rapporte à la Belgique $4. Okay. Et tandis que $1 investi au Canada par la Belgique, ça lui rapporte seulement 0, tu vois. Alors, je pense qu'il y a moyen aujourd'hui, sincèrement, avec l'évolution de la géopolitique internationale, l'évolution du paysage politique international, que nous ayons des hommes et des femmes qui ne prennent pas tout leur temps dans les boîtes, mais qui se concentrent naturellement pour aider le chef. Parce que le Congo aujourd'hui, vous êtes un journaliste averti, je voudrais que vous fassiez le tour des différentes chaînes, écoutez le débat, écoutez la qualité de ce débat-là. Il n'y a aucune proposition. Même dans les chefs des opposants, qui ambitionnent véritablement de devenir président de la République demain, il n'y a pas de proposition. Alors, on va aller où? C'est-à-dire que les gens vont, lorsque le jour où ils arrivent au pouvoir, ils commencent à chercher comment ils vont s'y prendre. Leurs partis politiques fonctionnent comme des partis politiques qui frisent un peu l'artisanat. Donc voilà. Donc, tout ça, ce sont des grands défis. Des grands défis. Parce que les gens ont la facilité de critiquer. Hein. Nous, on a fait l'opposition pendant 37 ans. Nous avons véritablement critiqué. Aujourd'hui, nous connaissons les réalités du pouvoir. Moi, je pense qu'il faut que ça soit un défi pour tout le monde de se dire notre pays est en danger, notre pays est paralysé, notre pays est en difficulté. Nous nous investissons aujourd'hui. Vous savez, à l'époque, j'avais suivi notre ami de la Mouka, Mozito. Il était en train de faire des réflexions, vous savez, vous vous rappelez à l'époque. On a besoin d'une telle opposition où on fait des réflexions, on donne ce qu'on est capable de faire, etc. Le peuple restera toujours avec cette marque, cette manière de faire les choses. Mais quand on tient un discours populiste qui frise un peu de l'imposture, je me dis, mais il faut faire confiance à qui finalement? Voilà. Alors, on va, dans quelques minutes, on sera obligé d'arrêter cet entretien qui s'avère très passionné et qui inspire autant des questions. Mais il y a une question par laquelle je voudrais chuter. Lumumba, vous l'avez dit, c'est un leader intemporel qui inspire non seulement au présent, mais qui inspire aussi même l'avenir. Alors, vous qui êtes un cadre de l'UDPS, dans votre marche, vous avez l'impression, je parle à un intellectuel, vous avez l'impression de conforter la vision de Lumumba ou de la trahir? Et si vous la trahissez, aurez-vous le courage de le reconnaître? Non, on ne va pas trahir Lumumba. Et en commençant par les 13 parlementaires qui ont créé l'UDPS. Ils reconnaissaient, et même Étienne, lorsqu'il a été... Je fais en fait allusion à la gestion du président actuel. Oui, mais bien entendu, c'est pourquoi je dis que nous, c'est notre thermomètre. Et c'est pourquoi le président de la République laisse jouer les différentes institutions de la République, chacun joue à sa partition, justement pour que la performance institutionnelle se construise. Ça, c'est très important. Est-ce que nous allons trahir le mouvement? Moi, je dis non. Mais faites attention. Nous avons passé certainement plusieurs années à l'opposition. Nous avons participé aux élections pour lesquelles nous n'avons pas gagné, n'est-ce pas, le nombre de députés. On a bousillé 2 ans comme ça, avec des gens qui n'avaient pas le cœur dans l'ouvrage. Et voilà, maintenant, il y a 6 mois, on a au moins les gens qui ont une certaine loyauté. Mais n'oubliez pas
qu'il existe une discipline actuelle qu'on appelle la manchémologie. La manchémologie, ce sont des manquetas, des manquetums, qui constituent l'objet véritablement d'études. Les manquetums sont des séquelles, les effets d'un système que l'on a subi. On a difficile à se détacher. Et donc, si le système, vous avez subi un système de la jungle, un système où la corruption était institutionnalisée, même si on change de système, vous ne changez pas tout de suite. Vous avez tendance à reproduire le réflexe de l'ancien système. Et c'est ça justement le déroulé d'enfantement que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. Parce que c'est le même personnel politique. Et donc, on aura connu pas mal de choses simplement parce qu'effectivement, les gens ont été habitués à la facilité, n'est-ce pas, à utiliser les services de l'État comme leur propriété privée, etc. Le conseiller Bilomba n'est pas un personnel du gouvernement ou du pouvoir précédent. Il est venu, il est pratiquement dans les entrailles du pouvoir actuel. Attention. Même moi, je suis congolais. Nous avons passé des moments où tout le monde était impair. Et tu vois, et les attitudes, nous avons connu un problème. Donc il y a vous avez des séquelles aussi de la manque. Oui. Mais au moins, nous avons résisté à ça. C'est ça la différence. Nous avons résisté à ça. Alors, la question de Marcel Bilumba, c'est une question qui est encore discutable. Parce qu'il y a des opinions fort intéressantes qui les dédouanent de cette situation. Notamment les responsables de FPI. Mais nous ne pouvons pas... Bon, je l'ai pris comme exemple. Bon, vous le prenez comme exemple, mais je vous dis que c'est un exemple qui est malvenu simplement parce qu'il est déjà dédouané. Parce qu'il est actuel. Alors maintenant, la responsabilité du régime, c'est de faire en sorte que lorsqu'il y a des présomptions qui pèsent sur une personne, que l'institution capable, habilitée, compétente, s'en occupe pour laver ou l'incarcérer. Et seule la justice pourra établir la responsabilité. Et dans l'entretemps, dans l'UDPS, vous l'avez déjà suspendu? Bon, il y a des mesures conservatoires. Ça relève également de l'arsenal administratif. Lorsqu'il y a une urgence et une flagrance qui apparaît visiblement comme une réalité, on peut suspendre. Mais suspendre quoi? On a suspendu au parti. Ce n'est pas comme conseiller principal à président. Donc c'est de la cosmétique? Non, ce n'est pas de la cosmétique. Tu vas Kaboun faire la cosmétique? Non. C'était une sanction, mais je pense qu'aujourd'hui, on a les cœurs posés. La commission qui sera mise en place va établir les responsabilités et c'est là qui va consolider véritablement la conviction du président de la République et de l'opinion. Mais nous ne pouvons pas dire simplement parce qu'il y a eu de nouvelles dans les réseaux sociaux, etc. Et nous confirmons cela au moment où il n'y a aucune institution compétente ne l'a confirmé. Donc, moi, je pense qu'il faut, il bénéficie ce qu'on dit... d'une présomption d'innocence. De la présomption d'innocence. Donc, il ne peut être responsable que lorsque sa culpabilité sera prononcée. Et jusqu'à preuve du contraire, à entendre ce qui est dit, j'ai comme l'impression qu'il y a eu plus de peur que de mal. Alors, nous allons terminer avec une autre préoccupation. Lumumba, vous l'avez relevé, 35 ans, Premier ministre, mais l'histoire ne nous rapporte pas qu'on a retenu des détournements dans son gouvernement. Mais aujourd'hui, vous qui vous réclamez de son idéologie, est-ce que les différents détournements qu'on vit ou des erreurs de gestion que l'on note, est-ce que ça ne vous met pas mal à l'aise? Bien au contraire, nous sommes contents que cela soit mis à la place publique. C'est ça, avoir un devoir de redevabilité. Hier, c'était une approche cybernétique où l'action publique était personnalisée, où plus personne ne pouvait dire quoi que ce soit. On a connu des moments où... Regardez simplement le nombre de maisons de l'État qui ont été prises par les hommes au pouvoir, commençant par le maréchal Mobutu, pendant 32 ans, les dictatures perfectionnées, les 18 ans, etc. Et regardez combien ils prenaient. Mais on ne pouvait pas savoir parce qu'il y a une complicité collective, etc. Aujourd'hui, chaque institution doit travailler. La transparence doit véritablement faire son jeu. Et donc, si quelqu'un pose un acte incontrôlé, eh bien, c'est à la place publique. C'est ça, justement, la démocratie pour laquelle nous nous sommes battus. Et donc, nous ne pouvons pas nous inquiéter. Bien au contraire, nous disons, OK, ça y est, ça commence à viendre. Voilà. Donc, si on cache, parce qu'on est
peut-être conseiller du président, parce qu'on est l'ami du président, et puis bon, on ne connaît pas ça à la place publique, alors ça devient un danger. J'ai connu des gens qui sont allés en prison, et qui continuent à aller en prison à cause des présomptions. Il y en a aussi qu'on libère, qui quittent le pays sur le bout des doigts. Non, ou le bout des orteils. Non, mais écoute, ça ne manque pas les douleurs d'enfantement. Mais il faut savoir, ça me pose. Quand il y a clameur publique, vous voyez, nous on en parle, vous en parlez. Et alors maintenant, nous au moins, nous savons que le ridicule tue. À la différence, par exemple, des régimes antérieurs, les ridicules ne tuaient pas. Ce n'était même pas une préoccupation. Nous, quand on nous dit que voilà, tel a été libéré, nous on s'inquiète, je dis mais voilà, que pense l'opinion? Est-ce que ça risque de donner l'impression qu'il y a eu complicité? Et entre-temps, ça continue. Mais encore que les différentes institutions de dissuasion s'affirment, on a tendance à croire que le président va donner des injonctions. Il faut que les institutions de dissuasion, vous avez la Cour des comptes, vous avez l'inspection générale des finances, vous avez les cours et tribunaux, même les parlementaires, que ce soit au Sénat, que ce soit à l'Assemblée nationale, la société civile, les responsables citoyens, avec le contrôle citoyen, même au niveau de l'administration publique, il y a des inspections dans les différents secteurs de la vie nationale. Mais chacun doit faire ce travail-là. Et en ce moment-là, on va mettre en place un système de surveillance mutuelle où chacun est surveillé par l'autre. Et ça va véritablement jouer le rôle de garde-fou qui va changer les attitudes, qui va changer les comportements, qui va changer l'état d'esprit. Et c'est comme ça qu'on va poser les jalons. J'allais dire le premier pas, et le premier pas a toujours été le plus long. Nos téléspectateurs ont retenu. Monsieur Norbert, votre mot pour terminer cet entretien. Merci, cher ami Vicky Kazumba. Je parlais de Patrice Emery Lumumba, qui est un ancêtre divinisé. Il vivra dans l'éternité. Mais c'est un ancêtre qui peut nous inspirer à changer beaucoup. Au-delà des leçons que nous avons tirées par rapport à sa vie, on a besoin d'un homme comme Lumumba, comme Tshisekedi, des gens qui ont sacrifié leur vie pour l'intérêt général. Ces gens-là méritent respect et considération. Et aujourd'hui, Lumumba n'a pas encore trouvé une résidence. Et tant qu'il est en train d'errer, et donc nous ne serons pas calmes. Je vous dis que le président Kwame Nkrumah, à l'époque, a subi le coup d'État. Il est tombé malade, il est allé en Espagne. Il est mort, il a été enterré dans son village. Il y a eu succession de coups d'État. Insécurité permanente et récurrente. Mais il fallait l'arrivée du capitaine Jerry Rawlings, paix à son âme. C'est aussi une divinité. Et qui a décidé qu'il faut enterrer dignement Kwame Nkrumah. On est parti le prendre. J'étais à Accra, j'ai vu le monument. Et aujourd'hui, le président qui entre salue le président qui sort, salue le président qui entre. Il faut voir, parmi les 10 pays les plus riches d'Afrique, le Ghana se trouve dedans. Moi, je pense qu'aujourd'hui, regardez comment même en Guinée, on commence à penser à s'écouturer. Donc, des illuminantis de cette trempe-là, sont des hommes et des femmes qui peuvent véritablement être évoqués. Quand vous prenez par exemple Napoléon en France, il y a toute une grande maison où son corps est placé là-bas. Et quand il y a un problème, on va aller et on évoque pour qu'il puisse s'inspirer. Et je termine en disant qu'aux États-Unis, Abraham Lincoln est resté le président le plus inspirateur. Une dame a été récite à la Maison Blanche à l'époque d'Eisenhower. Et la nuit, on lui a donné la chambre de Lincoln. Et Lincoln est arrivé la nuit. Il lui a parlé, la femme a tremblé. Le matin, sur la table, la femme a raconté ce qu'elle a vu la nuit. Le président et sa femme, au lieu de s'étonner, il dit non, cet homme-là, lorsque l'Amérique a des problèmes, il est agité, il vient pour nous inspirer de manière que nous ayons des solutions. Et chez nous, lorsqu'on dit ça, on dit Yambamba, c'est un sorcier. Non, il n'y a pas de visible sans invisible. Il n'y a pas de physique sans métaphysique.
Et il y a des êtres méritants, des ancêtres méritants, ceux qui ont consacré leur vie au service de la communauté. Ces gens-là vivront dans l'éternité. Mais il ne faut pas les laisser errer, il faut leur donner une place. Raison pour laquelle je salue le président de la République, qui aujourd'hui, en tout cas, a réussi avec la cellule qui travaille sur cette question, de mettre en place un calendrier qui va déterminer naturellement le retour des reliques, parce que cette dent représente les restes de Lumumba, et qu'il soit enterré dans des conditions les meilleures. À ce moment-là, nous avons des hommes et des femmes inspirateurs qui peuvent de temps en temps nous aider à aller de l'avant. Je voudrais terminer par dire que le Congo, c'est une grande nation. Le Congo, c'est un continent, c'est un sous-continent dans un continent. En tant que tel, 100 fois plus que le Rwanda, 80 fois plus que la Belgique, 120 fois plus que le Luxembourg. Écoutez, 2000 fois plus que la Guinée, le Sao Tomé-Principe. On ne peut pas terminer les problèmes à la fois. Surtout que nous n'avons pas encore mis notre propre paradigme qui va permettre que nous puissions produire des richesses et ces richesses doivent être répercutées dans la vie de tous les citoyens. Ça, c'est encore un défi. L'impérialisme est continu. C'est un grand combat. Encore que maintenant, plus que jamais, que nous fassions tous le même diagnostic pour dire nous faisons pour qu'ensemble, dans une intelligence collective, nous puissions relever le défi. Et le vrai défi, c'est de lutter contre la pauvreté de notre peuple. Merci beaucoup, M. Norbert. Je crois que vous avez beaucoup à dire. On va garder encore une partie pour une prochaine rencontre. Merci bien. Merci beaucoup. Merci aussi à vous, nos chers téléspectateurs. Comprenez le style de tête-à-tête, c'est le bâton, le principe des entretiens à bâton rompu. Donc nous espérons que vous n'avez pas été déçus et que M. Norbert Yamba, qui est un panafricaniste, a porté vraiment de l'eau à votre moule. Quant à nous, en tout cas, nous terminons en vous présentant nos vœux le meilleur pour cette année, qu'il y ait beaucoup de bénédictions sur vous et surtout sur notre cher beau pays. Et je terminerai aussi par des vœux à cette station qui nous reçoit toujours, en fait, Géopolis et son promoteur. Grand merci pour votre attention. Je le salue aussi. Coup de chapeau, Willy. Je viens de voir ce qui est ici. Les illuminés sont toujours comme ça, petit à petit. Ça sera la plus grande chaîne en Afrique centrale. Ça, c'est mon souhait. Et c'est un Illuminati qui vous en parle. Merci beaucoup. Merci à vous, nos chers téléspectateurs. Au revoir.